Bonjour, docteur Jean-Philippe Labraise, bienvenue pour cette rentrée sur Tribune Libre. Je suis ravie de vous accueillir, d'autant plus que j'ai écouté avec intérêt votre intervention au Festival de la Liberté à Arbas, c'est bien ça? Absolument, Voilà. absolument. Et ravi d'être avec vous aussi. De même, quand je vous ai écouté, en fait, j'ai pensé à une filiation, notamment avec le docteur Olivier Soulier, à qui je voulais Hmm. rendre hommage ici. Donc, vous êtes un médecin dont la vocation est de soigner. Vous avez connu là où les suspensions et je pense que vous avez beaucoup de choses à nous dire à ce propos. J'aurais aimé vous présenter aux auditeurs de ma chaîne. D'abord, est-ce que vous pourriez nous raconter votre parcours en commençant par vos études de médecine, si possible? Oui, ben, très volontiers. Donc, moi, je suis médecin, je suis thésé depuis une bonne trentaine d'années maintenant. J'ai eu la chance, en fait, dès le début de mes études de médecine, et vous verrez pourquoi je considère que c'est une chance, de croiser des auteurs, de tomber sur des ouvrages qui m'ont immédiatement intéressé, qui m'ont parlé, qui m'ont touché. Euh, Notamment les ouvrages d'un docteur, le docteur Kousmine, Catherine Kousmine, et dans un livre, et c'était Sauver votre corps. Donc j'ai compris très vite en fait qu'il y avait en médecine, d'ailleurs comme dans tous les autres domaines d'activité humaine, une règle, une loi qu'il fallait garder à l'esprit, c'est que quand on constate un effet, en l'occurrence les médecins, nous sommes bien évidemment confrontés à des organismes qui dysfonctionnent, à des maladies, la question qu'on doit se poser, et ça n'est pas comme ça qu'on est formé en faculté de médecine, j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir, c'est qu'on doit se demander pourquoi. Donc, bien évidemment, on doit régler les problèmes de santé, parfois en urgence, s'il y a une appendicite, une septicémie, une méningite, etc. On va donner des traitements. Mais après, la question qu'on doit se poser pour des maladies aiguës ou des maladies chroniques, c'est pourquoi? Pourquoi un corps se met à dégénérer? Pourquoi un corps se met à dysfonctionner? Et très tôt, donc, j'ai donné à mes études cette orientation-là, qui n'est pas, encore une fois, celle qu'on apprend en faculté de médecine, puisqu'en faculté de médecine, on apprend surtout à donner des médicaments. Donc, on a un ou des symptômes qui définissent une maladie, et on apprend à contrer ces symptômes. C'est ce qu'on appelle l'énantiopathie, la médecine du contraire, avec des molécules chimiques. Et dans le cadre de l'orientation que j'ai voulu donner à ma pratique médicale dès le début, c'est-à-dire la naturopathie, on va au contraire essayer de comprendre les raisons et essayer de régler le problème de fond. Ce faisant, on règle le problème tel qu'il se manifeste aujourd'hui, mais surtout, on prévient la réapparition de ce problème ou l'apparition d'autres problèmes. Voilà. Donc, dès le début de mes études, voilà, j'ai fonctionné avec cette sensibilité-là, cette logique-là, qui est encore une fois une médecine de la cause et pas une médecine de l'effet, entre guillemets, de la manifestation qu'on essaie de régler à coup de molécules chimiques. Donc, on peut dire que vous avez une approche holistique du patient. Exactement, exactement. Une analogie que j'aime bien utiliser et qui d'ailleurs rend le sujet très réel aux patients quand j'échange avec eux, c'est que je prends le domaine de la musique. Dans le domaine de la musique, vous avez le compositeur, vous avez le chef d'orchestre et vous avez les musiciens. Ce que j'aime dire à mes patients, c'est que le compositeur, c'est eux. Qu'est-ce qu'ils sont en train d'écrire comme partition dans cette vie-ci? Quels sont leurs buts? Qu'est-ce qu'ils essaient de faire? Et après, vous avez le chef d'orchestre. Le chef d'orchestre dans l'organisme humain, c'est la forme que prend la manifestation, l'énergie vitale. En fait. L'énergie vitale, elle se manifeste de deux façons dans un organisme, à travers le système endocrinien et à travers l'impulsion nerveuse, l'influx nerveux. Et puis, si ce système endocrinien fait bien son travail, et vous verrez qu'il y a une multitude de facteurs qui peuvent déséquilibrer ce système endocrinien. On entend beaucoup parler de perturbateurs endocriniens dans l'eau que vous buvez, si vous buvez de l'eau en bouteille plastique, dans les aliments que vous consommez, dans les produits que vous vous mettez sur la peau, votre insu, vous avez une multitude de perturbateurs endocriniens qui vont en fait en quelque sorte lier les bras du chef d'orchestre et empêcher la partition d'être jouée de façon harmonieuse. Et puis après, vous avez les musiciens. Et lorsqu'on parle de médecine, les musiciens, quels sont-ils? Eh bien, ce sont les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments, tout ce qu'en fait notre alimentation ne nous apporte plus en quantité appropriée et qui font que nos organismes dysfonctionnent, se mettent à mal fonctionner. Parce que s'il n'y a plus la matière première pour réparer un corps ou l'entretenir et le maintenir en bonne santé, eh bien ce corps dégénère, dysfonctionne. Alors ça fait le bonheur de l'industrie pharmaceutique, mais ça fait pas le bonheur des individus.
parce qu'on voit nos corps se dégrader beaucoup plus vite qu'ils ne le devraient. La santé nous quitter, ou quitter des proches, et on sait l'impact que ça a pour chacun quand, encore une fois, on est malade ou que des proches sont malades. Donc, c'est une approche globale qui prend l'individu en compte dans sa globalité. Nous sommes des êtres spirituels, il y a une sensibilité, il y a des émotions, et tout ça, ça impacte bien évidemment la vie d'un individu et sa santé. Donc ça s'inscrit dans son histoire. Vous étudiez un peu son histoire. En tout cas, il y a un aspect psychologique fort. Exactement, exactement. Parce que tout ce qui va affecter un individu va impacter à travers le système endocrinien, qui est un peu, j'allais dire, la courroie de transmission entre ce qui se passe sur le plan spirituel, émotionnel, mental et ce qui se passe sur le plan physiologique, physique. C'est cette courroie de transmission-là. Bien, tout ce qui va se passer sur le plan émotionnel et mental va à travers le système endocrinien, en déréglant le système endocrinien, impacter l'organisme. Donc, si je veux régler durablement un problème, je vais devoir amener la personne à regarder comment ça se passe dans différents domaines de sa vie, à identifier les zones qui la préoccupent chroniquement, environnement professionnel, difficultés familiales, le fait de ne pas être aligné avec ses buts, d'être en train d'avancer dans cette vie-ci dans une direction donnée alors qu'on sait très bien qu'on devrait être en train de suivre une direction radicalement différente, de réaligner tout ça. Et quand on rétablit cet équilibre-là, ben, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient un individu qui va mieux, un système endocrinien qui du coup se remet à fonctionner correctement, et pour autant qu'on reçoive dans l'alimentation, bien évidemment, les nutriments dont on a besoin, ben, on a un corps qui va se remettre à fonctionner de façon harmonieuse, et on appelle ça l'état de santé. On est en santé sur le plan physiologique, émotionnel, mental, ça va bien et on est en train de s'épanouir. Donc c'est la notion de bien-être à laquelle faisait référence l'OMS avant de peut-être de dérailler complètement. Exactement, la santé, c'est un état de bien-être physiologique, mental, émotionnel, social. C'est quelque chose de global. C'est pas juste, ben, là, au moment T où je vous parle, j'ai pas de maladie, waouh, donc je suis en santé, j'ai un état de santé optimal, pas du tout. Parce que si ma vie est un enfer et que je suis en train de me ronger parce que mon environnement professionnel m'opprime, m'oppresse, m'empêche d'être bien, ou que je vis des situations personnelles qui me prennent beaucoup d'énergie, je ne suis pas dans un état de pleine santé. Donc, quelque part, cette définition, elle était intéressante. Si elle n'avait pas été corrompue, et vous verrez pourquoi dans un instant, mais si on la prend au sens premier, eh bien oui, la santé, c'est quelque chose de global. Mais après, ça a permis à l'OMS, parce qu'il est rare qu'on vive une vie qui nous épanouisse pleinement. On a tous des difficultés. La vie nous affecte, nous impacte, et du coup, sur le plan émotionnel et mental, ça peut fluctuer. Et ça, c'était l'occasion pour l'OMS et l'industrie pharmaceutique et un certain courant de la psychiatrie qu'on appelle la psychiatrie biologique de coller des étiquettes de troubles mentaux, anxieux, anxiété généralisée, dépression, etc. Avec quel corollaire derrière, quelle intention? Donner des molécules chimiques, donner de la chimie. Et la France, nous avons le triste privilège d'être les plus gros consommateurs au monde de psychotropes. On fait la course en tête avec les États-Unis. C'est une tragédie. Oui. C'est une tragédie. Oui, j'ai d'ailleurs vu une interview qui date d'il y a 8 ans que vous aviez donnée au Parlement. Enfin, c'est un témoignage plutôt qu'une interview concernant la médication abusive dans le domaine de la psychiatrie. C'est bien ça? Exactement, exactement. Mais pourquoi? Ben pourquoi? Tout simplement parce que et là, on l'a touché, on a été confronté à ça de plein fouet et de façon très violente à l'occasion de cette dernière crise sanitaire. Mais vous avez en fait un courant de la psychiatrie qu'on appelle la psychiatrie biologique, qui justement nie, quand on prend l'étymologie, psychiatrie, ça vient de psyché, qui veut dire âme, et iatros, maladie. Donc, normalement, ça devrait être l'étude des maladies de l'âme, c'est-à-dire de l'individu pris dans sa globalité. Mais sous l'impulsion d'un courant de la psychiatrie qu'on appelle la psychiatrie biologique et de l'industrie pharmaceutique, les difficultés d'un individu ont été réduites à de supposés dysfonctionnements de son cerveau, dont on sait depuis longtemps, et beaucoup d'auteurs l'ont dit, et j'allais dire, l'ont dit avant moi, on appelle ça de la junk science, c'est-à-dire le supposé dysfonctionnement sérotoninergique, etc. Mais dès lors que vous avez fait, encore une fois, des difficultés auxquelles nous sommes tous confrontés, la manifestation de problèmes au niveau de neuromédiateurs, et bien derrière, l'industrie pharmaceutique vient et va vous proposer le Prozac, le Deroxat, le Séroplex, etc. C'est-à-dire des drogues dont personnellement, après plus de 30 ans de médecine, je n'ai jamais croisé le regard de quelqu'un sous ces drogues-là et en ayant retrouvé la vie, l'énergie vitale, le besoin et l'envie de faire des choses et de s'épanouir. On est sous camisole chimique.
les individus qui sont mis sous ces drogues-là sont sous camisole chimique pour des années, parfois même toute leur vie durant, puisque ce sont des traitements qui sont poursuivis au long cours. Et c'est ce dont j'étais venu témoigner euh, devant cette commission d'enquête sénatoriale, en citant d'ailleurs le professeur Zarifian, qui disait, lui, quand il considérait la dimension du problème, c'est-à-dire la surprescription, et moi je dirais la prescription en elle-même est déjà un problème, mais en tout cas la surprescription de drogues psychotropes, il parlait de génocide de l'esprit humain. Professeur Zarifian, psychiatre, une référence dans le domaine, mais qui avait pris toute la mesure du problème. Ce à quoi on assiste avec cette prescription de psychotropes à outrance, c'est un génocide de l'esprit humain. Et c'est d'autant plus vrai quand on réalise que ça a rattrapé les enfants à travers quelque chose contre lequel j'ai beaucoup bataillé, ces diagnostics d'hyperactivité, cette étiquette qu'on colle sur des enfants qui soit n'ont rien, soit ont des problèmes physiologiques qu'il faudrait identifier et régler, et qu'on va mettre sous Ritaline, un dérivé amphétaminique extrêmement délétère. Ça fait partie du tableau 2 de la Convention des Nations Unies sur sur les substances psychotropes. C'est un produit qui est considéré comme stupéfiant chez les adultes et qu'on donne à des enfants. De mon point de vue, c'est une tragédie. C'est vraiment une tragédie. J'ai entendu parler d'études scientifiques. Est-ce que vous confirmez donc qui prouveraient qu'en fait les individus qui ont pris de manière assez régulière ces psychotropes et autres drogues auraient beaucoup plus de risques de développer des maladies neurodégénératives en vieillissant? Vrai Ah, ou mais faux? bien évidemment, mais c'est démontré. Les substances, par exemple, qu'on appelle les IRS, inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, beaucoup de travaux de psychopharmacologues démontrent qu'en fait, ils agissent comme des neuroleptiques. Neuroleptiques, c'est ce qu'on donne en règle générale aux gens qui sont supposés être psychotiques, mais moi j'ai vu des choses aberrantes aussi. On les donne à des gens qui ont des problèmes du sommeil, qui traversent des phases très particulières, difficiles de leur vie. Mais bien évidemment, que c'est quelque chose qui va impacter le développement du système nerveux. Et bien évidemment, plus c'est donné tôt, c'est-à-dire à des enfants, des organismes en développement, vous allez impacter le développement du système nerveux. Et quand vous avez commencé à, d'ailleurs, selon les pays, vous avez des politiques qui sont radicalement différentes. Hein. L'organisme de la santé en Angleterre décommande, par exemple, c'est contre-indique la prescription d'antidépresseurs en dessous de 18 ans. Nous, en France, on peut les donner à des enfants ou à des adolescents avant l'âge de 18 ans. Donc, des molécules chimiques aussi actives, puissantes, vont inévitablement affecter le fonctionnement du cerveau, du système nerveux, et le développement du système nerveux des enfants. C'est une banalité que de le dire, mais c'est une évidence que beaucoup ont oubliée. Sans transition, est-ce que vous pourriez nous parler vous avez connu ce qu'on appelle la suspension. Est-ce que vous pourriez nous en parler, puisque c'est quelque chose qui nous interroge, voire qui nous inquiète? Alors ben oui, oui, et d'ailleurs je voudrais rendre hommage à tous ceux qui ont été suffisamment intègres durant ces 3 dernières années où on a vécu quelque chose que personnellement je pensais ne jamais avoir à vivre. Moi, j'aime bien à le dire, et d'ailleurs, ce faisant, je lui rends hommage. Je parle souvent de mon grand-père. C'est un monsieur qui était plein de médailles, médailles militaires, Légion d'honneur, qui s'est battu à différents endroits pour que nous soyons, vous et moi, et nos concitoyens, dans un pays libre. Et à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on est ressorti de là, l'humanité est ressortie de là en ayant tiré, analysé ce à quoi elle venait d'être confrontée et en ayant pris des décisions fortes, notamment à travers le Code de Nuremberg, et qui veut que personne ne soit contraint d'être soumis à une expérimentation médicale. Or, c'est très exactement ce qui s'est passé à grande échelle. À grande échelle, on a imposé à des gens de recevoir une substance expérimentale qui, d'ailleurs, pendant les 20 ans précédents, n'avait jamais passé le cap, n'avait jamais été autorisée parce qu'elle était inefficace et délétère. Les effets secondaires étaient indiscutables. On a contraint des gens à participer à une expérimentation. Ce faisant, on a violé, bien évidemment, le code de Nuremberg. On a violé aussi un deuxième principe fondamental qui est inscrit dans la loi en France, qui est ce qu'on appelle le consentement éclairé. Vous avez un droit souverain qui est celui de décider par vous-même et pour vous-même ce qu'on peut faire ou ne pas faire à votre corps. Vous êtes souveraine sur le devenir de votre corps. Donc chacun aurait dû avoir la possibilité de refuser ça, ou s'il l'acceptait, de le faire librement, de façon éclairée, après avoir reçu les bonnes informations. Or, il y a eu déjà des mensonges éhontés de la part des autorités sanitaires
qui d'ailleurs affirmait quelque chose que le numéro 2 de Pfizer est venu démentir devant le Parlement européen en disant, mais nous, on n'a jamais dit que le vaccin protégeait hein, contre la transmission du virus. Hein. Vous avez entendu comme moi, vous tous protégés, tous vaccinés, tous protégés, mais c'était un mensonge éhonté, premièrement. Et deuxièmement, on avait soigneusement caché les effets délétères de ce produit-là. Pour ceux que ça intéresse, je vous invite à taper sur un moteur de recherche Docteur Sabatier, entretien avec Cal Zéro. Et dès mars 2020, mon confrère, directeur de recherche au CNRS, démontrait comment, disait d'abord, déconseiller de faire ces vaccins, ces injections ARN, et expliquer pourquoi ça allait dérégler considérablement le fonctionnement de l'organisme et provoquer des maladies thrombogènes, infarctus, AVC. On voit maintenant ce qu'on appelle des cancers, des turbocancers. Docteur Sabatier expliquait très bien pourquoi on allait être confronté à ça. Et j'en reviens à votre question. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette crise? Vous avez des gens qui ont voulu continuer à exercer souverainement ce droit de disposer librement de leur corps. Et quand on les a menacés de dire, ben, ou vous acceptez cette injection expérimentale, d'être des cobayes, puisque c'était en phase 3, et que déjà ce qu'on avait comme retour de ces injections était extrêmement inquiétant, à tel point qu'un grand nombre de confrères qui sont des sommités disaient ne le faites pas, y compris le docteur Marlon, le co-découvreur du vaccin ARN, disait ne le faites pas. Et donc, ces gens-là qui ont voulu rester intègres et dire non, eh bien, en fait, se sont retrouvés des sous-citoyens qu'on allait emmerder, ça vous rappelle quelque chose, et dont on faisait des sous-citoyens qui n'avaient plus le droit de travailler, c'est-à-dire de continuer à faire ce qu'ils faisaient depuis des années parce qu'ils avaient, ben, s'agissant du personnel médical, paramédical, envie de continuer à aider. On a dit non, non, vous ne travaillez plus, vous n'existez plus. Alors vous n'êtes pas obligé, hein, on ne vous contraint pas, mais vous ne travaillez plus, vous ne gagnez plus d'argent, vous ne nourrissez plus vos familles. Il y a des gens qui se sont suicidés. Personnellement, très sincèrement, je considère que moi, ce que je vis, c'est un petit aléa. C'est pas très grave vis-à-vis ce que d'autres ont vécu pendant toute cette crise sanitaire, avec des tragédies, des gens qui se sont expatriés, encore une fois, qui ont mis fin à leur jour. Suspendu, ce terme-là, suspendu, des gens, on a violé ce droit souverain d'individu, et surtout, encore une fois, sans aucune justification sur un plan médical, scientifique, puisque le laboratoire lui-même est venu dire, ben, et d'ailleurs, on l'a tous vu, les médecins, on a tous vu que les gens vaccinés, et non seulement attraper le Covid, mais encore plus facilement et fréquemment, pour des raisons d'ailleurs que là aussi on connaît très bien, qui sont ce qu'on appelle entre autres des anticorps facilitants, où les injections répétées, au contraire, ont un effet contraire, c'est-à-dire dépriment les défenses immunitaires et rendent l'individu plus vulnérable aux infections. Donc, je rends hommage vraiment à tous ces gens-là, très sincèrement, qui ont eu le courage et l'intégrité de résister. Et j'ai diffusé récemment un message, alors qui émanait, il était supposé émaner d'un général. Quand il a été contacté, ce général a dit non, c'est pas moi qui l'ai écrit. En fait, il a même pas démenti. Comme s'il il il acceptait la paternité de ce message, qui rendait hommage à tous les suspendus, en disant vous êtes les guerriers de la lumière, vous êtes restés intègres, alors que d'autres ont abdiqué, ont violé leur intégrité. Et c'est comme ça que les régimes totalitaires sont toujours installés. Vous, vous êtes restés souverains, droit dans vos bottes, félicitations. Bravo pour l'avoir fait et félicitations pour l'avoir fait. Il fallait beaucoup de courage. Et moi, j'ai rencontré beaucoup de médecins, d'infirmières, d'aides-soignants, de personnels paramédicaux, etc. Et c'était compliqué, c'était difficile parce que parfois ils étaient ostracisés même dans leur famille. Parce que ce qui a été fait était diabolique au sens étymologique du terme. Ça vient de diabolos, qui veut dire diviser. On avait tellement convaincu les gens que le vaccin était absolument ce qu'il fallait faire, sans aucun fondement scientifique, et pointé du doigt les gens qui résistaient, qu'au sein même des familles, les gens se parlaient plus. Les non-vaccinés ont été privés de table à Noël. Et on leur interdisait de voir leurs parents, les frères et sœurs se liguer contre eux. Quelle violence! Quelle violence! Ce que ces gens-là ont subi. Et moi, encore une fois, je l'ai subi à quelques reprises. Si les gens, je ne vais pas développer ça ici, mais pour les gens que ça intéresserait, je vous invite à vous taper justice pour le docteur Labraise en un seul mot.info. Et là, vous avez un comité de soutien qui a mis en ligne les dossiers relatifs à mes différents déboires. Voilà, simplement, ben, là, en l'occurrence, je finis l'année de suspension pour avoir essayé de sauver une vieille dame qu'on laissait mourir comme un chien dans un service de soins palliatifs parce que la consoeur avait décidé qu'à 80 ans, on peut mourir, alors que j'avais expliqué et démontré que, en l'occurrence, des fortes doses de vitamine C en perfusion pouvaient la tirer d'affaire. Où j'attends l'appel, de passer un appel,
parce que j'ai été condamné à 6 mois de suspension pour avoir diffusé en France, dès mars 2020, les travaux d'une association de médecins américains avec lesquels j'échangeais régulièrement. En l'occurrence, cette structure avait été créée par le professeur Merrick, qui est quand même une sommité mondiale. C'est le deuxième auteur le plus cité en matière de soins intensifs, qui travaillait avec un autre confrère, professeur Varone, et d'autres professeurs, l'un d'entre eux étant la référence mondiale s'agissant du traitement des coronavirus. Et ces gens-là avaient développé des protocoles de soins. Quand ils prenaient en charge des patients gravement atteints de la Covid, ils avaient un taux de mortalité entre 6 et 6,5%, quand en France, au même moment, on était à 17%, 3 fois plus, et à peu près entre 17 et 22% dans le reste de l'Europe. Pour avoir diffusé des informations validées émanant d'autorités scientifiques indiscutables qui auraient pu permettre d'éviter 2 tiers des décès, j'ai écopé de 6 mois de suspension. Donc j'attends de passer en appel. Voilà. Et toutes les informations, tous les dossiers, tous les mémoires en défense sont disponibles sur le site que j'ai cité tout à l'heure. D'ailleurs, vous pourriez citer les sites où les gens peuvent consulter les effets secondaires graves, les bases de données officielles. Ah ben, alors je pourrais envoyer, si vous voulez, je vous les enverrai, je vous laisserai les soins de les mettre sous la vidéo quand vous les posterez en dessous. Et voilà, mais il y a beaucoup de références, y compris dans EUDRA, hein, la source européenne, hein. Il y a un nombre considérable d'effets secondaires, considérable. Et c'est largement documenté. Et encore une fois, non seulement ça, ce sont les faits, et Claude Bernard, le père de la médecine expérimentale, disait quand les faits s'éloignent de la théorie, ce ne sont jamais les faits qu'on doit remettre en cause. C'est toujours la théorie. À ceux qui ont dit et répété en boucle, non, non, ces vaccins sont sûrs, aucun problème, allez-y, les yeux fermés, eh bien, moi, je vais opposer les faits. Et les structures qui répertorient les effets secondaires et le nombre considérable d'effets secondaires. D'ailleurs, maintenant, le laboratoire est jugé. De mémoire, le procès a commencé en Allemagne, au Japon aussi. Et ça, c'est le début, parce qu'il va y avoir une vague de jugements où la justice va se saisir de ces dossiers-là en disant, mais vous avez bafoué les droits les plus fondamentaux. En l'occurrence, l'un d'entre eux étant celui que je rappelais tout à l'heure, le consentement éclairé. On a caché aux gens qu'il existait des traitements remarquablement efficaces. Vous mettrez, si vous voulez bien, je vous laisserai le soin de mettre en ligne l'intervention de mon confrère, le docteur Corey, avec qui j'ai changé entre autres aux États-Unis, qui est le président de la FL3C, Frontline COVID-19 Critical Care, cette association de médecins de sommité mondiale qui avait développé ces protocoles de traitement, et où il expliquait par exemple comment les médias et les lobbies pharmaceutiques ont organisé en fait une campagne de désinformation, par exemple, contre l'ivermectine. L'ivermectine, c'est le traitement, l'un des traitements de référence du Covid. Les pays qui l'ont, ou les États indiens, ou les pays qui l'ont utilisé à grande échelle, ont vu un taux de contamination et de mortalité au plancher. Par exemple, en Inde, spontanément, les États ont commencé à utiliser l'ivermectine. Et puis, ils avaient un taux de contamination et de mortalité très, très bas, très faible. Et puis, l'OMS, qui est aux ordres de Bill Gates et de, puisque vous savez que cette structure, elle est plus financée par des fonds internationaux, d'États, mais par des organismes et des structures privées qui ont beaucoup investi dans les vaccins. Donc, ils veulent effectivement que tout le monde se vaccine. Donc, l'OMS a dit à l'Inde, par exemple, non, non, vous n'avez plus le droit d'utiliser. Et certains États ont obtempéré et ont vu leur taux de contamination et de mortalité repartir en flèche. Et vous avez, par exemple, un État comme l'Uttar Pradesh, 240 millions d'habitants, qui a dit, permettez-moi, allez vous faire voir. Nous, ça marche, on va continuer. Et ils ont un taux de contamination et de mortalité qui est resté au plancher, comme le Mexique, etc. Donc, pays qui ont utilisé. Donc, on a eu une campagne de désinformation à la fois sur la supposée efficacité de ces vaccins, dont le laboratoire lui-même est venu dire qu'il n'avait jamais dit que ça prévenait les contaminations, et sur des traitements remarquablement efficaces qui auraient pu, en fait, non seulement empêcher les gens de se contaminer, ou en tout cas, quand ils avaient contracté la maladie, qui auraient pu permettre de les guérir très vite sans effet secondaire. Et vous voyez, par exemple, ce qui est arrivé au professeur Raoult, qui était quand même considéré comme un des meilleurs infectiologues du monde, qui, statistiques chiffrées, validées à l'appui, a démontré qu'en faisant ce qu'il avait fait, il avait sauvé beaucoup de vies. Et ben derrière, vous avez un rouleau compresseur, industrie pharmaceutique, médias, politiciens dont l'intégrité laisse grandement, interroge grandement, l'ont laminé, comme ils avaient laminé avant ou essayé de laminer le professeur Perron et tant d'autres, des gens qui, dans le corps médical, ont voulu rester intègres et dire, mais nous, on soigne. On ne peut pas dire aux patients, restez chez vous, prenez du Doliprane et priez et attendez d'être dans un état de détresse respiratoire pour appeler le SAMU. On avait des traitements qui fonctionnaient et il a fallu soigner parce qu'on est là pour soigner.
Concernant les effets secondaires graves, vous pourriez rappeler à nos auditeurs, il y a un facteur de sous-déclaration, je crois. Et ça, c'est important d'en parler. Ah ben c'est pas un problème nouveau, hein. C'est pas pareil avec le Covid, hein. On sait tous que alors selon les statistiques, ça varie. Certains vont vous dire que 2, 3, 4, 5% des effets secondaires sont déclarés quand il y a des effets secondaires imputables à des médicaments. S'agissant de vaccins Covid, on est probablement dans cet ordre-là, voire moins. Et quand on voit pourtant des gens ce qui a été déclaré, plusieurs millions d'effets secondaires graves, hein, et qu'on se dit que c'est déjà sous-déclaré, et là il faut encore une fois, mais il y a des gens comme Monsieur Pavant, etc. Il y a vraiment une multitude de publications sur les chiffres et les vrais chiffres du Covid, la mortalité réelle, etc., imputable au virus, les effets secondaires réels, etc. En fait, je pense, moi, qu'il faudra en fait une commission d'enquête, probablement. Et j'espère qu'elle verra le jour dans un mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, 3 ans, pour comprendre comment nos sociétés, la française et occidentale, ont pu dysfonctionner à ce point. Et comment, une fois de plus, on a pu atteindre un tel degré de désinformation. Mais cette fois-ci, on a franchi encore une fois un palier supplémentaire parce qu'on a contraint des individus à se faire injecter ce produit-là. Personnellement, j'ai été profondément heurté. Je parlais la dernière fois avec une conseillère dermatologue qui est venue me consulter pour que je l'aide à essayer de se débarrasser des effets secondaires de l'injection. Et elle m'expliquait comment, praticien hospitalier, elle avait en fait, elle, déconseillé aux gens qu'elle voyait, les patientes, de se faire vacciner. Elle était restée intègre. Elle avait dit ne le faites pas. Moi, je l'ai fait parce que je voulais continuer à exercer et elle avait les effets secondaires de la vaccination. Alors là, je vous invite, vous mettrez le lien conférence d'intervention du docteur Sabatier, directeur de recherche au CNRS. Il explique le mécanisme d'action. D'ailleurs, ça peut intéresser les non-médecins et j'invite beaucoup mes confrères et mes consoeurs à aller regarder ça parce qu'ils auront des informations qu'ils n'ont jamais eues et qui les éclaireront et leur permettront de comprendre pourquoi ils voient des effets secondaires importants, pourquoi on a eu cette augmentation de la mortalité cardiovasculaire et des épisodes thrombotiques. Là, je lisais récemment, encore une fois, une alerte des autorités sanitaires mondiales sur la tension dans les antithrombotiques. Les antithrombotiques, ce sont ces médicaments qu'on donne quand on a des thromboses et qu'on veut déboucher les vaisseaux. Moi, personnellement, ça fait plus de 30 ans que je vois la médecine, je n'ai jamais vu passer ça. Et là, on voit passer une alerte de tension mondiale sur les antithrombotiques. Et ça n'interpelle personne. On injecte un produit qui, par son mécanisme d'action, en l'occurrence, il faut rappeler que les gens qui ont été injectés ont reçu de l'ARN et cet ARN va coder pour la fabrication d'une protéine qu'on appelle la protéine spike. La protéine spike, c'est la protéine qui est à la surface du virus qui lui permet d'adhérer à nos cellules et de pénétrer dans nos cellules. Or, cette protéine, c'est l'un des éléments délétères, si ce n'est l'élément délétère majeur du vaccin, puisqu'il vient, entre autres, perturber un système qu'on appelle rénine-angiotensine. Là, le docteur Sabatier l'explique très bien, mais aussi abîmer l'endothélium, qui est la tunique interne des vaisseaux. C'est pour ça qu'on a beaucoup d'épisodes thrombotiques après, de microthrombose ou de thrombose. La dernière fois, j'ai reçu, un confrère m'a envoyé la vidéo qu'un papa venait, une vidéo hommage, qu'un papa d'une jeune fille de 21 ans qui venait de perdre la vie avait mis en ligne. Elle avait fait, moi j'ai jamais vu ça en 30 ans de médecine, et j'ai parlé avec des confrères qui me disent moi non plus, une thrombose de la carotide. La carotide, c'est une grosse artère au niveau du cou, vous en avez une de chaque côté du cou, qui va vasculariser le cerveau. C'est une grosse artère. Parfois, chez les individus âgés, elle peut se boucher avec des plaques de calcaire ou d'athérome, mais chez un individu jeune comme ça, non. Quelques semaines après ces injections, elle avait thrombosé sa carotide, bouché une carotide et fait un AVC massif. Donc, elle avait fait quelques jours de réa, elle était décédée. Moi, j'ai jamais vu ça. Et ça n'est pas pour rien, encore une fois, qu'on a une tension mondiale sur les antithrombotiques, tout simplement parce que ces injections majorent, et on sait comment et pourquoi, le risque de thrombose vasculaire. Cette spike contribue à épaissir le sang, si je vous suis. Entre autres, elle joue un rôle au niveau de la paroi des vaisseaux, au niveau de la fluidité sanguine, de la coagulation, etc. Et elle va créer des thromboses ou une multitude de microthromboses qui vont, voilà, qui vont impacter l'organisme. Alors, selon l'organe qui va le plus, en plus, elle pénètre dans le système nerveux. Donc, elle va aussi contribuer à altérer le cerveau, et selon l'organe dont les vaisseaux ont été le plus touchés, eh ben on va faire une péricardite, une myocardite, un infarctus, un AVC, une maladie neurodégénérative.
Dans la littérature médicale, c'est parfaitement documenté. Il y a une multitude de publications scientifiques sur le sujet. Donc, je n'invente rien, on pourra en donner quelques-unes si vous voulez, je vous enverrai quelques liens. Voilà, c'est largement documenté. Et c'est documenté pas depuis peu, c'est documenté depuis longtemps. Et là, récemment, je lisais une étude très intéressante. C'est une étude qui avait été faite et qui dosait la protéine spike dans le sang des gens qui avaient subi ces injections. 2 ans et demi après, on voyait qu'il y avait toujours des taux élevés de protéines spike. Pourquoi? Parce que contrairement à ce qui a été dit par l'industrie pharmaceutique et y compris parfois les autorités sanitaires, où on nous disait, ben, on injecte, le produit va séjourner quelque temps dans le muscle. Là, ça va permettre de fabriquer la protéine spike. Vos anticorps vont reconnaître ça. Et puis après, dès que le virus va pénétrer dans l'organisme, voilà. Sauf que pour la raison que je vous disais tout à l'heure, il y a des anticorps facilitants qui, au contraire, favorisent la multiplication du virus. Et je suis désolé, j'étais parti sur j'ai tellement de choses à vous dire que, est-ce que vous pouvez me redonner votre question sur la question que vous m'avez posée juste Je crois avant? qu'on était parti de la sous-déclaration des effets secondaires. Non, ça c'était une des questions que vous m'avez posées. La spike, je crois que son nom français, c'est la spiculine, c'est ça? C'est le nom Voilà, c'est la protéine spike. Ah oui, oui, ce que j'avais commencé à de vous dire, spike. c'est qu'en fait, les personnes qui sont injectées, donc, l'ARN, et on le savait depuis le début, hein, puisqu'on sait tous qu'on a quelque chose qui s'appelle la transcriptase reverse, qui peut transformer de l'ARN en ADN et faire en sorte que l'ARN soit incorporé à votre matériel génétique et fasse de vous, des gens qui ont été vaccinés, injectés, des usines de production de protéines spike pour un laps de temps indéterminé, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Et là, la publication qui vient de sortir montrait que les gens vaccinés, certains, 2 ans et demi après, ont toujours un taux important de protéines spike dans l'organisme parce qu'encore une fois, l'ARN a été intégré à leur ADN et leurs cellules se sont mis à fabriquer chroniquement de la protéine spike. Or, quand on sait que c'est elle qui est délétère, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le corps fabrique chroniquement quelque chose qui va l'impacter négativement, qui va l'affecter. Donc, c'est très, très embêtant. Cette enzyme, la transcriptase inverse, Hmm. fait que cet ADN peut être modifié, contrairement à ce qui avait été affirmé à l'époque Alors, de la tout à vaccination. fait. En fait, ça explique, si vous voulez, cette enzyme-là permet à l'ARN d'être, parce que dans votre matériel génétique, votre génome, vous avez de l'ADN. Et puis cet ADN, à partir de cet ADN, quand le corps, les cellules ont besoin de fabriquer des protéines, elles fabriquent de l'ARN messager qui va ensuite coder pour que le corps réussisse à fabriquer. Ben, cet ARN, contrairement à ce que affirmaient les laboratoires et parfois les autorités sanitaires, peut être transformé en ADN, incorporé au matériel génétique humain. Donc faire encore une fois de l'organisme des personnes qui ont subi ce mécanisme-là des unités productrices de protéines spike au long cours, mais en plus, dès lors que ça a été incorporé à l'ADN, eh ben, ça peut être transmis à la génération suivante. Ça peut être incorporé dans les cellules germinales, pourquoi pas. Et donc du coup, en fait, on a fait, et là, il faut lire On en des retrouve ouvrages très intéressants. dans les autopsies, on en retrouve dans les gonades, c'est-à-dire les organes reproducteurs. Ça, Oui, donc c'est un peu ben inquiétant. oui, c'est inquiétant parce que bien évidemment, ça peut se transmettre aux générations futures. Mais encore une fois, pour parler des effets délétères de ces produits, moi, j'ai reçu je reçois régulièrement des publications, dont une où les gonades d'un monsieur avaient été examinées. Il n'y avait même plus de spermatozoïdes, en fait. Ça avait été tellement altéré par les réactions en chaîne générées par cette injection-là, ces injections. Et là, en l'occurrence, et c'était pas lié puisque la personne en question avait des enfants déjà. Donc, le confrère anatomopathologiste qui avait fait l'examen disait, mais c'est très certainement une conséquence vaccinale des injections. Et on voit, il y a beaucoup de publications. D'ailleurs, au début, les autopsies n'étaient pas autorisées. Et ceux qui ont néanmoins fait des autopsies disaient, mais on voit des thromboses diffuses. Et les médecins le savent bien. Ils ont bien vu une augmentation des pathologies thrombotiques. Et encore une fois, il suffit d'écouter Sabatier ou de lire Maculog ou d'autres et pour comprendre quel est le mécanisme d'action. On voit Et des diagrammes avec des courbes de maladies qui effectivement qui sont croissantes en fait en Occident. qui sont croissantes. Et puis on voit déjà des publications où les autorités qui ont conduit les études s'interrogent sur une surmortalité importante. Voilà. Et ça, bien évidemment, qu'on va le voir
On va le voir parce qu'à mon avis, ce sera inévitable. Et encore une fois, c'est une tragédie ben, parce que ce virus, l'humanité, ça fait longtemps qu'elle est confrontée à des virus. Alors, celui-ci, il est un peu particulier. Et quand on veut s'en convaincre, il suffit d'écouter le docteur David Martin, qui est un confrère américain qui est venu témoigner devant le Parlement européen, qui explique en fait comment depuis 65, il y a des recherches qui sont menées de façon tout à fait illégale sur ce qu'on appelle le gain de fonction, où on manipule en laboratoire des virus pour en faire des armes de guerre, hein, des armes biologiques, hein, sous l'égide de la DARPA, cette agence américaine, etc. Et tout est là, tous les brevets sont là. Maintenant, avec ce qu'on appelle le Freedom of Information Act aux États-Unis, tout remonte à la surface. Et je pense que des gens se retrouveront prochainement devant des tribunaux pour avoir mené des expériences illégales, avoir fabriqué des organismes qui sont génétiquement modifiés, qui sont fabriqués en laboratoire pour être particulièrement agressifs pour l'humain. Donc, voilà, il y a comme ça tout un ensemble d'informations. Moi, je suis... Alors, dès que quelqu'un parle de ça, bien évidemment, on le traite de complotiste. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez d'où vient l'accusation de complotisme, complotiste. Je crois que c'est un mot qui a été inventé par la CIA à l'époque de l'assassinat de JFK, non? Exactement. Voilà. C'est exactement ça. Parce il fallait continuer à promouvoir l'idée que c'était un individu isolé qui avait réussi à avoir la tête du président des États-Unis. Et la CIA s'est dit, mais il faut vraiment pas que les gens cherchent. Il faut que ceux qui cherchent ou qui ont trouvé et parlent soient immédiatement discrédités. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les traiter de complotistes. Eh ben, le mot a suivi son chemin, hein. Et quelques dizaines d'années après, le mécanisme, la ficelle est toujours aussi grosse, mais elle marche toujours aussi bien. Très bien. J'ai été sidéré de voir comment des gens, quand ils avaient pourtant en face d'eux quelqu'un qui, sur la base d'arguments solides, scientifiquement validés, disait quelque chose, dès que ça allait à l'encontre du discours officiel, ah, mais bon, c'est un complotiste. Allez, voilà, circuler, il n'y a rien à voir. C'est choquant de voir des gens intelligents fonctionner comme ça, personnellement, et ça m'attriste. Je vais plus dire que ça m'attriste que ça me choque, mais ça m'attriste et ça me choque un peu quand même. On est d'accord. Je voulais vous poser une question. J'ai suivi récemment une interview intéressante, comme toujours, d'Idriss Aberkan, qui recevait le professeur Didier Raoult. Et à la fin de l'interview, il lui demandait, en fait, parce que la question revenait souvent dans le chat, ce qui n'est pas surprenant, si, en fait, si les personnes qui avaient reçu ces injections pouvaient transpirer cette fameuse protéine spike. Et donc, l'idée derrière ça, c'était de savoir est-ce qu'il y avait une contamination possible par le contact physique. Alors, je n'ai lu aucune étude sur le sujet, là, pour le coup. Concernant les sujets que je mentionnais tout à l'heure, j'échange beaucoup et j'ai lu beaucoup de publications sur le sujet. Le mécanisme d'action de la protéine spike, pour quelles raisons elle est délétère, son impact sur l'immunité, sur la coagulation, etc. Mais là, sur ça, non. Mais en toute logique, je serais tenté de vous répondre oui. Pourquoi? Ben, parce que déjà, c'est minuscule et ça circule. Donc, on peut très bien considérer que ça circule, eh ben, tout simplement par le baiser, par exemple, ou par des rapports sexuels à travers les sécrétions. Il y a très certainement de la protéine spike qui peut circuler. Et vous parliez tout à l'heure de la peau. La peau, c'est un émonctoire, c'est-à-dire c'est un des organes qui sert à l'organisme pour éliminer les toxines, les toxiques, etc. Donc, on peut très bien concevoir que par la peau, un sujet qui aurait été vacciné, qui aurait subi ces injections, puisse excréter de la protéine spike que par le contact. Alors, à mon avis, il faut un contact étroit. Serrer la main de quelqu'un, je ne pense pas que ce soit suffisant pour ramasser une grande quantité, mais ça fait partie des choses plausibles, à mon avis, que la protéine spike puisse circuler d'un sujet à un autre. Peut-être même d'ailleurs dans l'air exhalé. Si quelqu'un a toussé ou si on vit dans une pièce, quand on expire, peut-être aussi que ça contient de la protéine spike. Je n'ai pas lu d'études là-dessus et que du coup, en inspirant, on puisse également inspirer de la protéine spike. Euh, En tout cas, ça fait partie des hypothèses tout à fait plausibles, de mon point de vue. Quand les rapports sont intimes, c'est-à-dire que ça concerne des muqueuses, les probabilités sont peut-être plus fortes. On peut peut-être imaginer. Exactement, exactement, les muqueuses et puis à travers les sécrétions, hein, les sécrétions génitales, là probablement que ces fluides-là contiennent de la protéine spike, hein. Elle va se loger partout, elle diffuse partout. Donc, il est très certainement là aussi.
on va donner de l'espoir parce que c'était un peu sombre. J'avoue que j'étais un peu plombée, voilà, par tout ça. Mais je pense que la réinformation est très précieuse. Euh, la désintoxication, la désintox, comme on appelle familièrement, elle est possible. Il y a des noms de produits qui circulent. Est-ce qu'on peut donner tous ces noms de produits pour que ceux qui, enfin, ne sont pas dans un déni puissent se traiter et évacuer cette cochonnerie? Oui, oui, oui. Ben, je renvoie là, entre autres, aux travaux de la FL3C. Vos auditeurs pourront taper FL et puis trois fois la lettre C, Frontline COVID-19 Critical Care, l'association fondée par le professeur Marie, dont le docteur Corry est le président. Et il donne des protocoles pour les Covid longs, pour les traitements post-vaccinaux, en fait, pour essayer de se débarrasser de la protéine spike. Alors, sans être exhaustif, on peut citer des enzymes protéolytiques que sont la natokinase, la bromélaïne. On peut aussi citer la teinture mère d'aiguille de pin sylvestre, qui par une de ces molécules favoriserait aussi effectivement l'élimination de la protéine spike et même d'autres substances, parce que quand on regarde des études indépendantes, en microscopie électronique, etc., il y a d'autres substances dans le vaccin, par exemple de l'oxyde de graphène, l'hydroxyde de graphène. Ben là, par exemple, on peut prendre un charbon particulier qu'on appelle le MOSO 3000 qui va absorber, chélater ces substances-là dans le tractus digestif et permettre leur élimination. Il faut aussi fluidifier naturellement le sang. Donc, moi, personnellement, ce que je donne régulièrement, ce sont des oméga 3, de la vitamine E, de la vitamine C pour protéger l'endothélium, puisque la protéine spike est délétère vis-à-vis de l'endothélium. Renforcer l'endothélium, le collagène et l'endothélium. Donc, vitamine C, vitamine E, magnésium, oméga 3, vitamine D aussi, à dose importante, pour réguler l'immunité, puisque ce système va dérégler l'immunité. Voilà, donc je parlais tout à l'heure du docteur Sabatier. On peut lire aussi l'ouvrage d'Orion Code sur comment le mécanisme d'action de ce virus. Et puis, une multitude d'auteurs ont publié. On les a pas beaucoup entendus. Et puis je reviens sur votre question et j'oublie pas de compléter ma réponse. Mais quand Elon Musk a racheté Twitter, il expliquait qu'il avait exhumé des tweets émanant du gouvernement fédéral, etc., des autorités de santé, en disant qu'il fallait, permettez-moi l'expression, couper le sifflet à tous les détracteurs de la politique officielle, c'est-à-dire des gens, des scientifiques qui avaient été toujours reconnus comme des sommités et des gens dont la parole avait une grande valeur, se trouvaient soudain, on leur interdisait de parler parce qu'ils venaient apporter scientifiquement à la contradiction alors qu'il n'y avait qu'un seul message. Donc là, quand nos sociétés feront l'analyse de ce qui s'est passé et qu'on verra à quel degré l'information a été corrompue et que probablement des gens auront des comptes à rendre, y compris devant la justice, on comprendra ce qui s'est passé. Mais en tout cas, Musk disait, ben voilà, moi, on a redonné la parole aux gens qui s'opposaient et qui émanaient d'universités prestigieuses qui avaient toujours été considérées comme des sommités et qu'on avait fait taire. Donc, si on récapitule, mais je pourrais mettre un protocole, on pourra. Bon, après, j'invite les gens à voir leur thérapeute. Il y a de plus en plus de médecins qui s'intéressent au sujet, voilà, on sait qu'on peut pas être délétère, mais donc la bromélaïne, la natokinase, la vitamine E, la vitamine D, la vitamine C, le magnésium, les oméga 3, voilà, toutes ces substances-là peuvent aider à rétablir l'équilibre. Voilà, à défaire ce que la protéine spike peut faire. Alors pas systématiquement, bien sûr, parce qu'il y a des voilà. Ah bon, après il y a des informations qui circulent concernant la teneur en substances actives de différents lots de vaccins. J'ai vu passer des publications sur le sujet, etc. Donc voilà, mais en tout cas il y a des choses à faire. Voilà, on peut aider le corps à, à traverser ces difficultés-là, à les Est-ce que prévenir. le glutathion, le sublintion, ça aide ou pas? Oui, parce que c'est un produit détoxifiant. Donc, on peut considérer que ça va aider le corps à se détoxifier, alors des différentes substances qu'on peut avoir reçues à travers le vaccin. Là aussi, hein, il y a des sites remarquables où on voit des travaux émanant de scientifiques remarquables, la microscopie électronique, etc.,
spectrographie de masse, où on analyse les substances présentes dans les vaccins et où on voit des choses. D'ailleurs, les laboratoires n'étaient absolument pas tenus de communiquer la liste exhaustive de tout ce que contenaient ces injections, hein. Donc, ils ont mis là-dedans ce qu'ils voulaient y mettre, hein, et avec dans la plus grande opacité, hein. Donc, ça aussi, c'est quand même très, très embêtant. Des laboratoires dont il faut quand même rappeler, que ce soit Pfizer et autres, ils ont déjà été condamnés de multiples fois par la justice à coups de milliards de dollars pour publicité mensongère, promotion fallacieuse, avoir caché des informations dont et les autorités sanitaires et les patients, les sujets ont eu besoin pour formuler un consentement éclairé. Et s'agissant des autorités sanitaires, pour formuler des recommandations solidement basées sur la science, sur la vraie, pas les mensonges marketing des laboratoires pharmaceutiques, mais la vraie science. Ce que disaient voilà, Varron, Merrick, Corey et tellement d'autres qui ont essayé de s'exprimer sur le sujet et qui se sont fait ou museler, voire décapiter. Euh, on peut dire que cette période d'hystérie, de sidération est passée, globalement, sauf pour les quelques-uns qui sont vraiment incurables. Qu'est-ce que vous pensez de cette arrivée du variant Eris qui porte le nom de la déesse de la discorde? Un faux ou un tox? Alors, très sincèrement, sur ce variant, je ne sais pas, mais quand on dit que c'est passé, non, non, pas du tout. Parce qu'il y a une stratégie qui persiste. Là, le 24 mai, en mai prochain, 2024, sera validé le traité international sur les pandémies qui confère les pleins pouvoirs à l'OMS. Et il y a différents articles dans ce traité. Alors, je ne les ai pas tous en tête, mais j'avais parcouru. Il y a notamment le traité, l'article 15, qui confère au directeur général, pas une entité collégiale, au directeur général, un monsieur qui d'ailleurs est, voilà, quand on lit des articles à son sujet, on s'interroge sur son passé et sur le fait de savoir ce qu'il fait à la tête de l'OMS, mais lui-même pourra décréter une pandémie. Et quand vous savez qu'en même temps, on a voté le passeport sanitaire international, qu'une structure en fait qui s'appelle, je crois que ça s'appelle le traité, non, ah oui, la conférence des partis. Donc, l'article 20 prévoit l'intervention d'une structure qu'on appelle la conférence des partis, qui n'aura pas un pouvoir consultatif, mais qui pourra prendre des décisions qui s'imposeront aux États. Et ça pourra, par exemple, décider un nouveau confinement, une nouvelle obligation vaccinale. Euh, et dans l'article 22 même, il y a la possibilité pour cette structure-là de rappeler à l'ordre, voire même de contraindre les États qui, par leur inaction ou par leur manque de célérité dans l'exécution des directives émanant de la Convention des parties, mettront en danger la santé de leur population ou la santé de la population d'autres pays. Donc, ce qu'on voit en fait, c'est qu'on voit s'instaurer une politique validée par les États signataires qui va conférer les pleins pouvoirs à l'OMS. Et si vous gardez à l'esprit que cette structure, elle est plus financée, entre guillemets, ou j'allais dire, la minorité de ces financements vient des États, mais la majorité de ces financements vient d'individus ou de fondations comme Bill Gates, qui a beaucoup investi dans les vaccins, qui veut vacciner la planète entière. Il y a un conflit d'intérêts évident. On l'aide à une structure qui est pilotée par des individus ou des fondations privées, le droit demain de prendre de façon hégémonique, de décider ce que va être la politique sanitaire de la planète. Et encore une fois, en se plaçant au-dessus des États. Donc, ça n'est pas fini. À mon avis, ma conviction de citoyen et de médecin qui s'efforce de rester un citoyen du monde éveillé, éclairé, moi, je reçois les informations et je peux vous assurer que depuis 3 ans, j'ai été vraiment avide d'informations et je les prenais d'où qu'elles viennent. Et après, je me suis efforcé, très humblement, d'exercer mon jugement et mon esprit critique. Je n'ai pas laissé des gens penser pour moi, quels qu'ils soient. Je me suis efforcé de penser librement, en étant rationnel, sensé, en restant scientifique. Et donc, j'arrive à des conclusions qui parfois peuvent être un peu inquiétantes. Encore une fois, quand on voit ce qui se met en place, passe sanitaire mondial, traité international sur les pandémies, délégation de pouvoir des États
à l'OMS dès lors qu'une pandémie est déclarée, mais c'est le directeur général de l'OMS qui aura la possibilité de déclarer une pandémie. Tout ça, c'est très inquiétant, très, très inquiétant. Alors, l'arrivée des nouveaux variants, il y aura de nouveaux variants, parce que ce virus, comme tous les virus, mute. C'est l'évolution naturelle d'un virus. Sauf que celui-ci, et je renvoie à l'intervention du docteur David Martin, dont je vous donnerai le lien, je vous laisserai le soin de le mettre dans vos ressources, c'est un virus en dessous. C'est un virus qui a été fabriqué. Les brevets ont été déposés. Docteur David Fauci rendra probablement des comptes à la justice dans quelques temps par les travaux sur le financement de ces travaux sur la recherche de gains de fonction et des choses tout à fait illégales, hein, tout à fait illégales. Pendant que nous bataillons, les médecins et les gens bienveillants, pour améliorer l'état de santé des populations, des cinglés travaillent pour développer des micro-organismes qui vont considérablement malmener la santé de ces populations. On vit dans un monde de cinglés. En tout cas, il y a plein de gens bienveillants et plein de gens qui sont tout à fait sains d'esprit. Mais il y a un petit nombre d'individus, ça c'est la conclusion à laquelle je suis arrivé, qui n'agissent pas pour le bien de l'humanité, hein, pour le bien du plus grand nombre. Hein. Et quand je parle de ça, je cite très volontiers un auteur américain, Naomi Klein, et c'était la stratégie du choc. Elle explique que quand on veut créer un nouvel ordre, mettre en place un nouveau système, il faut d'abord créer la confusion dans celui existant, créer le chaos. Voilà. Après, c'est plus facile d'appuyer sur, de mettre en place un nouvel ordre, mondial en l'occurrence. Et presque très souvent, malheureusement, les gens qui ont été tellement bousculés, tellement inquiétés, on leur a tellement fait peur, presque à la limite, ils vont percevoir celui qui met en place ce nouvel ordre comme un sauveur, sans réaliser en fait que c'est une limitation considérable de leur liberté qui va leur être imposée. Mais on l'a fait passer comme des mesures de protection. C'est pour votre sécurité, c'est pour votre santé, c'est pour votre bien-être. Alors quand il s'agit de combattre le terrorisme, je veux bien. Et quand il s'agit de terroriser les populations contre un virus pour lequel on avait des traitements remarquablement efficaces, et là aussi, je vous inviterai à écouter, puis vos auditeurs à écouter le docteur Corey. Personnellement, je ne considère pas que le plus gros de la crise est derrière nous. Je considère que le plus gros de la crise est devant nous, si les citoyens n'agissent pas. Il faut anticiper, selon vous, et rester éveillé. C'est la meilleure manière de Hmm. se prémunir de ce qui peut arriver, en fait. Exactement. Rester des citoyens responsables. Redevenir, pour certains, ou pour ceux qui se sont efforcés de l'être, rester des citoyens responsables, éveillés, conscients qu'encore une fois, sur cette planète et dans nos sociétés, il y a plein de belles personnes, plein de gens bienveillants, éveillés, qui s'efforcent d'accéder à des niveaux de compréhension, de conscience, de connaissance supérieure. Et c'est très agréable de vivre avec ces gens-là. Mais il y a un petit nombre d'individus malveillants. Et je vous invite à lire, par exemple, un livre d'Ariane Guilherand, qui sait quand même de quoi elle parle. Elle est sociologue, elle est, pardon, philosophe, psychologue, normalienne. Et ce livre, c'était L'Internationale nazie. Elle explique en fait que des gens dont on considère que le sort a été réglé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale sont toujours là et bien là. Et personnellement, moi, quand je parlais avec des proches ou des confrères, et quand je voyais ce qui s'était fait, je disais, mais j'ai l'impression que des gens sont venus terminer ce qu'ils ont commencé dans les camps de concentration à une échelle déjà extrêmement inquiétante et préjudiciable pour l'humanité. Parce qu'en fait, on vit une expérimentation à l'échelle planétaire qui aura des conséquences, à mon avis, extrêmement néfastes dont attestent déjà de très nombreuses publications émanant de scientifiques dont les compétences ne peuvent pas être mises en cause. Donc moi, encore une fois, à la fois, le discours que je porte toujours, c'est un discours positif parce que j'ai une grande confiance dans la bienveillance et les facultés de l'esprit humain. Nous sommes des gens très capables. Mais j'incite tout le monde et j'invite tout le monde à une extrême vigilance parce que se font actuellement des choses qui risquent de menacer considérablement nos libertés demain. On peut Et dire encore une fois, on a vécu des choses très graves, comme le fait que des gens perdent leur emploi, perdent leurs moyens de subsistance, ne puissent plus nourrir leur famille, tout simplement parce qu'ils avaient voulu qu'on ne leur injecte pas un produit expérimental. Ça, déjà en soi, c'était très grave. Mais ça risque de se passer à une échelle et avec des méthodes de coercition encore plus grandes dans un futur plus ou moins proche. le nazisme est toujours là, c'est simplement la forme qui change. Le fond est le même. Mais vraiment, lire le livre d'Ariane Milran, L'International nazi. Nous rêvons d'une autre Europe. On rêve d'une Europe, vraiment d'une Europe, pas qui soit quelque chose au service de quelques-uns,
de la monnaie, de la finance et un outil de contrôle, mais l'Europe des citoyens, des individus qui nous permettent tous de vivre en bonne entente, de bénéficier des ressources dans l'intérêt de chacun, de prendre soin des gens, de promouvoir une santé, une véritable santé. Et ça me renvoie à la médecine que j'essaie de faire avec une réelle éducation. Comment on gère un capital santé? Un corps, c'est bien fait. Mais si dès le début, on le maltraite avec du sucre, avec McDo, avec une nourriture industrielle, je peux vous dire que même un corps très résistant va se dégénérer assez rapidement. Donc, Pour conclure, j'aimerais bien que vous nous disiez un mot de votre vitamine, je dirais chouchou, qui a apparemment qui donne des résultats assez favorables. Je veux parler de la vitamine C, bien sûr. ah oui, bah ça c'est un sujet qui m'intéresse. Eh ben, je reviens à ce que je mentionnais tout à l'heure, à cette chance que j'ai eue très tôt de croiser le chemin de certains auteurs, et l'un d'entre eux c'était Linus Pauling, dès le début de mes études de médecine. Linus Pauling, Cathcart, etc. Et Linus Pauling c'était un double prix Nobel quand même, prix Nobel de chimie, prix Nobel de la paix. Donc il a travaillé à la fois avec l'éthique et la rigueur intellectuelle d'un prix Nobel de la paix et d'un prix Nobel de chimie. Et très tôt la vitamine C, ça m'a passionné. Ça m'a passionné parce que j'ai eu l'intuition qu'il y avait là un savoir fabuleux. Et puis après, à travers les écrits de Klenner, de Cathcart, de Pauling, etc., je me suis dit, waouh, ben, il faut savoir que le corps humain ne fabrique plus la vitamine C. Si vous avez des chats, des chiens, des canaris, des poules chez vous, des chèvres, des moutons, ces animaux fabriquent la vitamine C. Il n'y a que les cobayes, les primates, la chauve-souris frugivore et quelques poissons qui la fabriquent plus, et l'humain. Et elle joue un rôle majeur pour la prévention des maladies cardiovasculaires. Elle fait diminuer considérablement le risque de cancer, de maladies dégénératives. Mais malheureusement, notre alimentation ne nous en apporte plus assez. Ben, tout simplement parce qu'on n'a plus dans les fruits et dans les légumes ce qu'on n'a plus dans les sols. On a des structures, un mode d'agriculture intensive qui fait que parfois il faut 15, 20 ou 25 pommes pour avoir la quantité de vitamine C que vous aviez dans la même variété de pommes d'il y a 40 ans. Donc, on a des aliments qui ont été considérablement appauvris. Et cette vitamine, notamment, puisqu'on en revient, tout à l'heure, je l'ai mentionné comme étant un nutriment important lorsqu'on a été vacciné pour protéger notre endothélium, la vitamine C, elle intervient notamment dans la synthèse de ce qu'on appelle le collagène. C'est un peu le ciment qui permet de l'agglomérat des cellules et de structurer des organes, des tissus, etc. Et bien, quand on manque de vitamine C, ce collagène va être synthétisé en quantité insuffisante et en mauvaise qualité. C'est pour ça que jusqu'à la fin du 18e, les marins, sur les pentes des bateaux, étaient affalés d'abord parce que sans vitamine C, on ne produit plus d'énergie. Personnellement, quand j'ai des gens qui viennent me voir pour dépression, etc., je les mets jamais sous anxiolytiques ou antidépresseurs. D'abord, je rééquilibre soigneusement leur alimentation et je les mets sous vitamine D, sous magnésium, sous vitamine C. La vitamine C, elle intervient dans la synthèse des neuromédiateurs, entre autres. Et donc, sans vitamine C, on n'a pas d'énergie. Donc, entre autres, donc, quand les gens manquent d'énergie, eh ben, de la vitamine C en quantité appropriée, du magnésium en quantité appropriée, je peux vous dire, et des vitamines B en quantité appropriée, et ça repart. Donc, avec ce simple outil-là, moi, j'ai souvent donné l'exemple, mais j'ai des enfants qui sont grands, j'ai mon fils qui a 32 ans, j'ai ma fille qui a 26 ans, ils n'ont jamais eu d'antibiotiques de leur vie, mais ils sont sous vitamine C depuis qu'ils sont nourrissons. Voilà. Parce qu'elle booste l'immunité, la vitamine C. Elle détruit les virus. C'est le virucide le plus puissant. Elle booste l'immunité. Elle nous prémunit très efficacement contre les maladies infectieuses. Et dans les globules blancs, vous avez de fortes concentrations de vitamine C, qui sont de gros consommateurs de vitamine C. Voilà. Et malheureusement, pas malheureusement, ou heureusement, parce qu'on peut en trouver, si on veut être certain de ne pas en manquer, il faut se supplémenter. Et pas les 150 ou 200 milligrammes qui nous sont préconisés dans les apports journaliers recommandés. Ça peut être suffisant pour pas mourir du scorbut si on n'est pas confronté à une infection ou un problème sérieux, parce que ce sera même plus suffisant. Mais je parle de plusieurs grammes de vitamine C. Et vous avez un produit, tout à l'heure je mentionnais l'ivermectine, mais elle est remarquablement bien tolérée. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas abîmer un organisme avec de la vitamine C. Ça n'a que des avantages et la balance bénéfice-risque devrait conduire chaque personne à prendre au moins 3 grammes de vitamine C. Et ceux de vos auditeurs qui m'écouteront, je les invite à faire ça. Prendre 1 gramme de vitamine C 3 fois par jour, le faire sur un petit nombre de jours et ensuite de s'arrêter, de se dire, mais comment je me sens là? Est-ce que je me sens mieux ou pas? Juste avec ça. Alors après, si encore une fois, on travaille pour amener tous les musiciens, ça va être encore mieux.
mais juste la vitamine C, très souvent, elle métamorphose les individus Vous la par conseillez, l'énergie qu'elle donne. on vous la conseillez en complément alimentaire, une vitamine C particulière, peut-être pas acheter de n'importe laquelle. On peut prendre de la vitamine C liposomale ou on peut prendre des comprimés de vitamine C. Moi, je commande de la vitamine C naturelle avec ce qu'on appelle des cofacteurs, des bioflavonoïdes, etc. Moi, personnellement, je prends deux formes de vitamine C. Je prends de la liposomale quand je suis à la maison. Pourquoi quand je suis à la maison? Parce qu'il faut la garder au réfrigérateur. On peut pas la trimballer. Comme elle est encapsulée dans des granules de graisse, on va dire, de phosphatidylcholine, elle pourrait rancir, s'abîmer. Donc, on la garde au réfrigérateur. Et quand je prends de la vitamine C toute la journée, à mon cabinet, j'ai de la vitamine C en comprimé que j'avale deux par deux. Ce qui fait, moi, depuis 40 ans, j'ai 62 ans, je ne sais pas ce que c'est qu'être malade. Hein. Ça fait depuis plus de 40 ans, je prends entre 10 et 15 grammes de vitamine C par jour. Alors, on n'est pas obligé de prendre 10 à 15 grammes. Si déjà vos auditeurs prenaient 3 à 4 grammes de vitamine C tous les jours, ce serait très bien. Ceux qui fument ont des besoins bien supérieurs. Pourquoi? Parce que la vitamine C est un détoxifiant et un antioxydant. Dans chaque bouffée de cigarette, vous avez à la fois des milliards de radicaux libres et une multitude de polluants. Donc la vitamine C, elle va être détruite en essayant de protéger votre organisme contre cette intoxication et ce stress oxydatif. Donc un fumeur, lui, déjà devrait arrêter de fumer. C'est le meilleur conseil que je puisse lui donner. Mais s'il fume, il devrait prendre au moins 8 à 10 grammes de vitamine C par jour. Pourquoi les fumeurs font-ils plus d'AVC ou d'infarctus? Eh bien, pour la raison que j'expliquais tout à l'heure. Comme il manque encore plus de vitamine C que les autres, ils abîment encore plus rapidement leur endothélium, la paroi interne de leur vaisseau. Ils sont plus rapidement susceptibles de boucher une coronaire et de faire un infarctus, ou de boucher une artère cérébrale et de faire un AVC. Voilà, donc supplémentez-vous, prenez 3 à 4 grammes de vitamine C répartis dans la journée. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas vous empêcher de dormir. Si vous en manquez considérablement parce que vous êtes comme tout le monde carencé en vitamine C, ne la prenez pas après 16-17 heures parce qu'elle va vous redonner beaucoup d'énergie. Ça peut être un peu gênant pour trouver le sommeil. Mais après, on dort mieux quand on prend de la vitamine C. Toutes les études le montrent et ma propre expérience sur des milliers de patients que j'ai mis sous vitamine C démontre qu'on dort mieux quand on prend de la vitamine C. Donc vous confirmez, dans les oranges, tout ça, qu'on trouve dans le commerce, elle est trop peu présente désormais. Trop peu présente. Si vous voulez un gramme de vitamine C, il faut un kilo d'orange. Voilà. D'ailleurs, qui peut être un peu acidifiante aussi au passage, l'orange. Donc, si vous voulez être sûr d'avoir la quantité appropriée. Maintenant, si vous vivez, la vitamine C, elle joue un autre rôle aussi, elle aide vos surrénales à travailler. Les surrénales, ce sont des glandes qui fabriquent l'adrénaline et d'autres hormones dont on a besoin quand on fait face à du stress pour faire face à la vie, etc. Les surrénales sont de grosses consommatrices de vitamine C. On est tous stressés et depuis les 3 dernières années, encore plus que par le passé. Donc, si vous vivez à la campagne, vous élevez vos chèvres, vous mangez les légumes et les fruits de votre potager, ce que vous allez trouver dans l'alimentation peut suffire. Mais si vous avez le mode de vie d'un citadin, vous vivez dans une maison polluée, l'air des maisons est encore plus pollué que l'air extérieur, que vous mettez des produits sur la peau et qui contiennent tous des toxiques, thiazolinone, des parabènes, etc., la vitamine C va être détruite en essayant de neutraliser, de protéger votre corps de ces agressions toxiques. Pour un citadin aujourd'hui, quelqu'un qui vit pas à la campagne, protégé du stress, 3 à 4 grammes par jour, c'est un minimum pour rester en bonne santé. Et donc, liposomale ou vitamine C standard, classique, hydrosoluble. Voilà. Évitez de prendre de la vitamine C qui contient des édulcorants, d'aspartame, acésulfame, qui sont des produits cancérigènes. Donc, si on apporte un produit détoxifiant, c'est pas pour amener en même temps le toxique que la vitamine C va devoir essayer de neutraliser. Voilà, qu'on essaie de rester sur des produits le plus sains possible, qui ne contiennent pas de conservateurs ou d'édulcorants. Un grand merci, docteur qui soigne. Merci pour Tribune Ben, Libre. merci à vous pour votre invitation. Et puis voilà, donc je vous laisserai quelques ressources qui peuvent vous intéresser, puis intéresser vos éditeurs. Et puis c'est un plaisir d'échanger avec vous. Très volontiers. Plaisir partagé. Merci beaucoup.